Chaque soir, nous recevons un certain nombre d'invités ici au studio de Radio et Télé Val d'Isère. Ce soir, nous recevons Xavier Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va, Bon, ça va. ma première question, elle ne sera pas politique, elle sera tout simplement... Parce que les suivantes seront politiques ? Pourquoi pas, si vous en êtes d'accord ? Oh, je poserai d'autres questions, rien de bien méchant. Tout d'abord, votre rapport avec Val d'Isère. Vous êtes à Val d'Isère depuis déjà quelques jours. C'est pas votre première visite dans notre village. Non, c'est pas la première fois. Ça fait maintenant plusieurs années, je crois 5 années. À l'époque, je cherchais une station qui permette de skier tard dans la saison. Surtout qu'en plus, j'avais rarement, en tant que ministre, de possibilité de prévoir longtemps à l'avance les vacances. Et c'est une amie qui me dit « Allez, Morzine ou Val d'Isère ?» On choisit Val d'Isère et on est resté à Val d'Isère depuis toutes ces années. Parce qu'en plus, on s'est lié d'amitié avec Philippe Bertoli. Et donc voilà, maintenant, sport d'hiver, c'est forcément Val d'Isère. Alors, Philippe Bertoli, que l'on connaît bien au village, avec qui vous entretenez des relations d'amitié, de ski, et puis un petit peu politique aussi. J'ai entendu dire que c'était un salon où l'on causait chez lui, dans son hôtel, non ? Très bon moniteur de ski. Ah bon, d'accord, ok. Là, j'ai l'expérience, ça joue. Oui, ça joue beaucoup. Dites-moi votre impression du domaine skiable, votre qualité de ski, etc. Votre séjour à Val d'Isère, ça s'est bien passé ? Je pourrais plus vous parler de la qualité du domaine skiable que de ma qualité de ski à moi. Oui. Que ce soit ma femme qui skie beaucoup plus que moi et beaucoup mieux que moi, que ce soit les enfants qui font des grands progrès. Moi, il est vrai que... je n'ai pas un physique de grand sportif pour ça, mais c'est vrai qu'à Val, j'ai le sentiment qu'on peut vraiment progresser. Et si je skie aussi un peu moins que la moyenne, c'est aussi parce que, notamment cette semaine, j'ai fait des déplacements. C'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, je ne suis jamais en vacances complètement. Il y a une grande partie travail. Et puis aussi cette semaine, il y a eu beaucoup de gestion, jusqu'à 30 coups de fil par jour, Oui. notamment pour gérer la situation dans ma ville à Saint-Quentin. Ouais, les événements météorologiques. On a eu déjà beaucoup d'expériences fin 2010 d'un événement neigeux important et on essaye de mettre à profit cette expérience. On a accueilli des naufragés de la route, comment on informe le plus possible la population, parce que vous, quand vous avez jusqu'à 1 mètre ou 2 mètres de neige, vous avez l'habitude, mais je vois en Picardie, quand il y a 30 cm de neige, ça désorganise tout et il faut s'assurer la sécurité aux abords des écoles, de pouvoir dégager les grands axes, mais aussi les axes secondaires, que ce soit avec ma directrice de cabinet, avec mes équipes. Ça m'a pris beaucoup de temps et c'est normal parce que quand vous êtes maire, vous n'êtes jamais en vacances. Alors depuis 2012, vous n'êtes plus ministre. Ça vous manque cette C'est une vie différente, non, parce que j'ai toujours pensé que ça aurait une fin. Quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas propriétaire de votre fonction. Vous l'avez été pendant 7 ans, enfin sur une période de 7 ans. Vous n'êtes même pas locataire, vous êtes occupant précaire. Et en plus, moi j'ai une histoire un peu particulière, vous savez. Jamais j'aurais imaginé être ministre parce que j'étais persuadé que pour être ministre, il fallait avoir fait Sciences Po, oui, l'ENA, être parisien, avoir été dans un cabinet ministériel. Et moi, j'avais coché aucune de ces cases-là. Moi, je suis un provincial type qui était beaucoup plus dans une logique élu local. Je suis devenu député, j'en avais envie, mais on m'avait surtout poussé à me présenter. Et je suis devenu ministre avant même d'avoir eu, comme beaucoup, l'idée de devenir, l'ambition folle de devenir ministre. La politique, je le dis souvent, c'est un peu une machine qui rend fou. L'important, c'est de devenir moins que les autres et moins vite que les autres. Je suis devenu ministre avant d'être devenu fou avec l'ambition de devenir ministre. Oui, parce que vous avez un métier, il faut le dire, agent d'assurance. Agent d'assurance, j'ai dû quitter ces fonctions quand je suis devenu ministre parce que beaucoup ne le savent pas. Mais quand vous êtes ministre, vous n'avez pas le droit d'avoir une profession en même temps ou de garder une activité professionnelle. Vous voulez que je vous raconte l'anecdote ? Oui. C'est en 2004, je suis donc nommé secrétaire d'État chargé de l'assurance maladie. Et je me dis, assureur, même si j'assurais quand même beaucoup plus de mobylettes ou de voitures que d'assurance santé, est-ce que ça ne pose pas un problème un peu de conflit d'intérêts ? Et je vais voir à l'époque le secrétaire général du gouvernement, la personne de l'administration la plus importante qui conseille le gouvernement. C'est un ancien préfet de l'Aisne et je viens le voir, moi, un peu le bec enfariné en lui disant, voilà, j'ai ce ministère, j'ai cette activité, comment je dois faire ? Il me dit, c'est simple, vous avez 1 mois pour tout régler et pour tout quitter. J'étais un peu surpris et donc j'ai dû appliquer cette règle que personne ne connaît vraiment. Et en 1 mois, comme j'étais assureur, on a une règle dans l'assurance où une compagnie à tout moment doit vous racheter votre portefeuille. Et donc en 1 mois, je n'ai pas mis en gérant, je n'ai pas récupéré après. Je me suis complètement engagé dans ces fonctions ministérielles sans parachute. Alors que beaucoup, vous le savez, notamment quand ils sont fonctionnaires, ils quittent, ils redeviennent fonctionnaires. Quand vous êtes dans le privé, quand vous quittez, c'est avec l'idée qu'il faudra choisir une autre voie ensuite. Mais vous avez abandonné depuis cette profession ?
Oui, pour vous consacrer totalement à la politique, vous savez, j'ai quitté mes fonctions ministérielles depuis maintenant moins d'un an. Je suis redevenu député, je suis maire de Saint-Quentin. Et puis comme j'ai aussi indiqué que je comptais me présenter à l'élection primaire, à la présidentielle de 2017, ça prend aussi du temps pour aller à la rencontre des Français, pour sillonner la France. Je le fais depuis 10 ans, mais je le fais encore plus intensément aujourd'hui. Quelques questions. Le cumul des mandats. On parle de plus en plus justement de l'interdiction d'être maire et d'avoir une députation ou une fonction ministérielle. Ça, je trouve ça bête. Je trouve que la loi qui est proposée est une loi bancale ou bâtarde, comme vous préférez. Et je vais vous dire pourquoi. C'est le royaume de l'hypocrisie. Je vais vous donner déjà ma position sur le cumul des mandats. Pour moi, c'est 2 mandats, pas plus. C'est-à-dire député et maire, je trouve que ça a du sens. Depuis que je suis maire, et je ne le suis pas depuis un siècle, je le suis depuis 2 ans et demi, depuis que je suis maire, je suis quand même beaucoup plus en prise avec les problèmes de mes concitoyens. Mais même quand j'étais adjoint, ce n'était pas la même chose. Vous êtes maire, vous devez décider. Et ça vous crée un lien de proximité sans pareil. Il n'y a aucune autre fonction. J'ai été conseiller général, j'étais adjoint au maire, je suis député, aucune autre fonction qui vous donne ce lien. Si vous la coupez avec la fonction parlementaire, vous risquez d'avoir des technos à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et les technos, on a déjà ce qu'il faut avec les énarques. Donc on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc moi, ma position, c'est député et maire, mais c'est 2. Pas 2,5 ou 3 comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est député et maire, il peut être président d'une société d'économie mixte ou de l'intercommunalité, puis un petit peu plus de responsabilité, un petit peu plus d'indemnité. 2, pas plus. Deuxièmement, ma proposition, c'est que si vous êtes député et maire, vous choisissez quelle indemnité vous voulez, mais vous n'en avez pas 2. C'est-à-dire que si vous êtes député, vous exercez la fonction de maire, 0 €. 0. Comme ça, on ne peut pas croire que les élus font ça pour cumuler les indemnités. Et la troisième que je propose, c'est que je pense qu'au bout d'un certain temps, il faut que les gens changent. C'est-à-dire qu'au bout, par exemple, de 3 mandats, eh bien, vous n'avez pas le droit de vous représenter encore une fois dans la même fonction. Moi, voilà ma proposition sur le cumul des mandats. Mais là, le gouvernement a choisi le truc le plus hypocrite qui soit. Alors, vous pourrez être député, mais plus maire, mais vous pourrez être député et conseiller municipal. Et vous voyez le truc ? Oui. C'est-à-dire que celui qui était maire, il va garder son bureau, il va garder son chauffeur, il va garder ses parapheurs, il aura une délégation générale, mais il dira « je suis plus maire, je suis conseiller municipal ». On avait connu ça à une époque, je crois que c'était Chirac qui avait imposé ça, le non-cumul, tout le monde avait gardé ses habitudes. Ou alors, vous pourriez par exemple ne plus être maire d'une commune de 1000 habitants, mais vous aurez le droit d'être conseiller général d'un canton de 40 000. Non mais c'est stupide. Donc voilà pourquoi cette loi-là, elle ne m'emballe pas. Moi, je suis prêt à faire bouger les choses en profondeur, mais qu'on les fasse vraiment bouger. Pas de cumul d'indemnités, limitation dans le temps et 2 mandats, pas plus. Je pense que ça aurait plus de sens. Alors vous le savez, nous vivons dans un cocon ici à Val d'Isère. On n'a pas trop l'influence de la crise. On parle de crise alors que nous, les Avalins, on sent qu'il y a une perte de pouvoir d'achat, de capacité d'achat en tous les cas, et de nos amis clients et vacanciers ici à Val d'Isère, mais on n'en a pas on n'a pas de choses immédiates. En tous les cas, on ne ressent pas vraiment la crise, hein, d'autant plus qu'on est plutôt à l'international. Quand on descend dans les vallées, là ça change, notamment dans les villes, dans les villages, où on s'aperçoit que des zones entières sont sinistrées, des places centrales du village qui n'existent plus, le bar du coin qui ferme et qui est fermé depuis des années et qui n'existe plus. Pas de vie humaine, pas d'humanité, perte de tout sens économique pour les petits villages. On en est où, selon vous, vous qui avez été ministre de la Santé et du Travail, dans la santé et dans le travail, on en est où dans cette France ? Il ne faut pas tout mettre dans les villes, il ne faut pas tout mettre dans les agglomérations, dans les grandes agglomérations. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais très attention, quand je fais des réunions, quand je vais à la rencontre, de ne pas le faire uniquement dans les grands centres. Vous voyez, je fais une réunion cette semaine avec mes amis parlementaires savoyards. Je la fais à la mode Servolex, pas seulement dans les grands centres auxquels on pense. Parce qu'il faut aller là où les gens... des centres où il y a des votes, là, hein, les grands centres. Oui, mais attendez, je pense que la France, c'est pas seulement les très grandes agglomérations. J'étais à Grenoble en début de semaine, en fin de semaine, je suis à la mode Servolex. Je marche bien sur 2 jambes, je skie bien sur 2 jambes. Dans ces cas-là, il faut la ville et la campagne. Et si on oublie qu'il y a aussi des Français qui sont à la campagne, mais il faut leur donner la possibilité d'y rester, s'ils veulent y travailler, s'ils veulent y vivre, il ne faut pas se couper de ça. Je pense que si on décide de tout mettre dans les grands centres urbains, ça serait une erreur sans pareil. Il est vrai que moi, je suis élu d'un territoire, le Saint-Quentinois, j'ai une personne en ville, une personne à la campagne. Peut-être que ça m'aide à trouver plus que d'autres le bon équilibre. Et ce n'est même pas la nostalgie d'une France rurale, c'est qu'il faut aussi permettre de se développer
et de vivre à la campagne. Ça veut dire aussi avoir accès aux services publics. Il ne faut pas tout faire disparaître. Ça veut dire également qu'il faut donner accès à Internet. Bien souvent, quand aujourd'hui quelqu'un veut s'installer en milieu rural, il demande quel accès au débit. Tout ça, c'est très important. Mais il faut bien comprendre pour les politiques qu'il faut garder cet équilibre de la France. Elle ne sera plus rurale comme elle était au siècle dernier, mais il faut garder cette dimension-là. Différente, sans aucun doute. Et pas seulement comme on pourrait le penser pour le folklore ou autre. Non, c'est important. C'est aussi une façon de vivre aussi en France. D'accord. Alors, j'imagine qu'en ce moment, vous observez et vous avez une écoute attentive à tout ce qui se dit en matière de gouvernement et de ce que dit le président de la République. Quel est votre sentiment, vous qui avez été ministre, de ce qu'il se passe en ce moment? Bien sûr, vous n'allez pas me dire que c'est très bien, mais quel est votre sentiment profond? Tout d'abord, moi, je ne veux pas jouer l'opposant bête et méchant. Je l'avais constaté en regardant votre bio. Parce que la situation est tellement grave. En plus, j'étais ministre de l'Emploi, du Travail. Je sais pertinemment que si vous annoncez des bonnes nouvelles, vous annoncez souvent des mauvaises. Ouais. Et qu'il ne faut pas chercher à jouer le plus malin. Et parce que c'est la gauche, ce serait forcément la nuit, qu'avec nous, c'était le jour. Il ne faut pas jouer à ça. Parce que je pense que les Français ne sont pas dupes et ils n'aiment pas ce comportement. En revanche, je pense que quand quelque chose ne va pas, il faut le dire, le dénoncer. Et il faut en même temps proposer. C'est ça aujourd'hui ma logique. La vérité, c'est que je suis très inquiet pour notre pays. Parce que la question que j'entends autour de nous, ce sont des gens qui se disent « mais est-ce que ce pays a un avenir ou est-ce que c'est foutu ?» Et quand vous en êtes à ce niveau de réflexion, là, il faut que les politiques de droite et de gauche se secouent un peu. Et pour ne rien vous cacher, moi, je pense qu'il est très important aussi qu'on se remette en question. Là, je vous parle beaucoup, mais ce que j'ai fait, notamment avec Philippe, autour d'un café ce matin, et des responsables ici, des responsables économiques, c'est de beaucoup les interroger. Parce que je pense que le politique qui écoute un peu plus qu'il ne parle, c'est pas si stupide que ça. Maintenant, pour le reste, je pense que le pays va vraiment dans une mauvaise direction. On aurait besoin aujourd'hui de libérer de l'énergie, de faire confiance aux entrepreneurs. Ce n'est pas le cas. On a en plus augmenté les impôts dans un pays qui est étranglé par les impôts, alors qu'il faudrait réduire les dépenses publiques. C'est tout ça aujourd'hui qui non seulement m'interpelle, mais constitue pour moi de vraies bases de travail. Étranglé par les impôts, vous le dites, de plus en plus, hein, parce qu'on sait qu'on va chercher chez le contribuable ce qu'on n'a pas dans les caisses de l'État. Lorsque vous étiez aux affaires, on ne pouvait pas le faire, ça, diminuer un peu les impôts? Et on l'a fait, on se fait engueuler même. Ah bon? Et on s'est fait engueuler. Quand on ne remplaçait pas un fonctionnaire sur deux qui partent à la retraite, qu'est-ce qu'on ne s'est pas fait engueuler? Et pourtant, c'était une façon de réduire les effectifs. Et c'était aussi une façon de réduire les dépenses. Nous, on a commencé à le faire, alors que depuis 30 ans, on aurait dû commencer à le faire en France. On a commencé à le faire. Est-ce que c'est pour ça qu'on a été sanctionné? Je ne crois pas. Mais l'homme politique doit être aujourd'hui, doit faire preuve de lucidité. Parce que beaucoup se disent que, bon, allez, avec un peu de croissance, tout passera et qu'on n'a pas besoin de faire les réformes. Il n'y en a pas. Il faut des réformes en profondeur. Deuxièmement, il faut dire la vérité aux gens. On dit toujours, oui, mais si on dit la vérité, ils vont être mécontents, ils ne vont pas voter pour nous. Ils sont bourrés de bon sens, les Français, il faut leur dire la vérité. Et il faut qu'ils se disent que celui qui leur parle a peut-être le courage de faire les réformes dont on parle depuis si longtemps. Il fallait s'y attendre, à entendre des discours actuels, par exemple concernant la retraite, qu'on nous avait promise à 60 ans et finalement qui va sans aucun doute aller à 65 ans. Pour être précis, là, je n'ai pas tout suivi. Qui est-ce qui avait promis la retraite à 60 ans? Le chef de l'État hein, actuel. Ah oui, non, mais ça va bien sûr. Non, je parle pas de vous. Je parle pas de vous. Okay. Non, mais je veux dire, selon vous, selon votre observation, fallait s'y attendre justement. C'est un menteur. C'est un menteur. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je lui reproche. C'est qu'il y a des gens qui ont voté, par exemple, pour Sarkozy en 2007 et qui ont été déçus. Mais il y a beaucoup de Français qui déjà ont voté pour Hollande en 2012, mais qui se disent, il se fout de nous. Il se fout de nous. Et là où c'est grave, c'est que ces gens-là, à qui est-ce qu'ils vont faire confiance? Ils vont faire confiance à l'opposition actuelle ou ils vont se tourner vers les extrêmes? Voilà pourquoi je reproche ce discours de mensonge qu'il y a eu en 2012 en disant non, sortez Sarkozy, tout ira mieux demain. C'est pas comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, je crois qu'il a créé de la colère. Au début, il y a eu de la déception. Quasiment un an après, c'est de la colère. Et le climat politique actuel, ça ne sert à rien d'aller nous faire un voyage à Dijon en disant « je prie les Français », ça a été un fiasco sans pareil. Il faudrait mieux de se mettre vraiment au travail, de renoncer à ces augmentations d'impôts, de baisser les dépenses et de faire une politique économique qui ne nous entraîne pas dans le mur. Voilà ce à quoi je crois. On parle retraite, un instant. Oui. C'est un sujet qui me passionne parce que la retraite, ce n'est pas un sujet technique. La retraite, c'est à la fois le miroir de votre carrière professionnelle et c'est aussi le pouvoir d'achat que vous aurez jusqu'à la fin de vos jours.
Et c'est très lié à votre vie, la retraite. Donc la première des choses, c'est qu'il faut savoir si pour les retraités actuels, on leur garantit à tous qu'on leur paiera bien leur retraite et qu'elle augmentera comme l'inflation, pas moins. Et vous avez des solutions, là? Oui, la première, c'est que moi je pense que dans un pays où on vit plus longtemps, il faut accepter de bosser plus longtemps. Voilà, c'est tout. On peut me contester cette règle, mais en matière de retraite, à moins que vous ayez une baguette magique, il n'y a que 3 recettes. Soit vous cotisez plus, soit vous touchez moins de retraite, soit vous bossez plus longtemps. Cotiser plus, on est déjà étranglé par les cotisations. Toucher moins, alors qu'en France, il n'y a pas des gros salaires, il n'y a pas non plus des grosses retraites. Donc la solution qui s'impose, c'est de travailler davantage. Moi, je propose, on était à 62 ans, qu'on rapproche le moment où on passera à 62 ans. Et puis, je vais plus loin. La prochaine étape, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, c'est de passer à 65 ans. Et en plus, après cette deuxième étape, il y en a une autre. Un système par points qui mette tout le monde sur un pied d'égalité. Un journaliste comme un parlementaire. Un artisan du privé comme un fonctionnaire. Tout le monde sur les mêmes règles. Plus l'histoire des 6 derniers mois, des 25 années, je pense que les Français sont prêts à faire des efforts, mais ils veulent plus que ce soit un bout d'effort pour certains et tous les efforts pour les autres. Ouais. Voilà vraiment les idées auxquelles je crois. On me dit que le domaine des retraites, c'est un domaine que je connais bien, peut-être, mais ça m'amène à dire qu'un langage de vérité, et ensuite avoir le courage de faire ça. Et si on fait des réformes aussi importantes que celles dont je vous parle, on n'y reviendra pas tous les 2 ou 3 ans. Là, on se donnera vraiment de la marge pour redonner de la confiance. Xavier Bertrand, on va parler de l'UMP. Alors, la bataille Copé-Fillon. Vous avez dit à un moment qu'on avait assassiné l'UMP. Ils ont failli. Ils ont failli, oui. Mais l'UMP est-il mort? Non, mais sur le terrain, les militants sont plus combatifs que les responsables à Paris. Il y a un décalage. J'étais à Grenoble en début de semaine, j'étais la semaine dernière en Alsace, j'étais la semaine d'avant à Toulouse, je me déplace partout et je vois des sympathisants, des adhérents qui sur le terrain sont avec une logique vraiment d'être pugnaces et de nous dire en plus opposez-vous mais proposez également. Et puis surtout arrêtez-nous ces querelles de chefs à Paris, c'est insupportable. Ça c'est un langage de bon sens. Bon, pour le faire passer à Paris, mon Dieu, c'est compliqué. Mais arrêter des querelles de chefs, ça ne va pas être si évident que ça. S'il y a des primaires en 2016 pour les présidentielles en 2017... Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, la neige aura eu le temps de fondre. Oui. Voilà, il y aura eu plusieurs saisons de ski à Val comme ailleurs, donc on aura encore le temps. Non, le vrai sujet, c'est qu'il faut, nous, qu'on se concentre sur quelle opposition incarner, combative, pas forcément agressive, et en faisant des propositions, et en préparant aussi les élections municipales, européenne et sénatoriale de 2014. Moi-même, qui ai l'ambition de 2017 et de 2016, je sais qu'un escalier se monte marche par marche et qu'avant 2016 et 2017, il y a déjà 2014. Oui, il y a eu une énorme dépression quand même à l'UMP. Pour l'instant, c'est un bon terme. La philosophie de projet, les Français sont un peu perdus dans cette philosophie de projet. Il va falloir reconstruire tout ça et faire ce que vous disiez tout à l'heure, de nouvelles propositions. Mais quelles pourraient être ces nouvelles propositions? Je vous l'ai dit, la retraite, je ne me contente pas de dire au gouvernement qui sont mauvais, qui sont nuls, qui font rien. Moi, je propose une réforme. Voilà, je m'avance, je me mouille. Mais il faut le faire à l'unisson maintenant. Je veux dire, entre tous les ténors de l'UMP. On verra. Je ne suis pas sûr que mes propositions ne fassent pas consensus. J'ai entendu aujourd'hui d'autres responsables politiques qui venaient sur mes propositions, même certains de gauche. À la bonne heure, alors. Oui, non, mais il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Oui. Ça ne me fait pas plaisir qu'ils viennent sur mes propositions, mais c'est tout simplement que je pense qu'avoir le courage de dire, aujourd'hui, c'est ce qui peut parler aux Français. Je crois beaucoup à ça. Très bien, alors vous avez, et vous l'avez annoncé en septembre 2012, l'intention de vous présenter aux primaires, enfin des primaires, à l'UMP 2016 en vue de la présidentielle de 2017. Fillon, lui aussi, sera candidat. Il y a un point d'interrogation qui est Sarkozy. Vous avez des... Non, pas d'infos. Vous en avez ? Non, aucune info. Sauf qu'il pourrait peut-être venir. Il y a beaucoup de scoops sur votre radio, sur votre télé, donc je me suis dit. Son fils vient mixer ici en discothèque, c'est tout ce que j'ai comme information. Ouais. Ça risque de changer beaucoup de choses si Nicolas Sarkozy. Écoutez, avant de nous poser des questions existentielles, nous on a à reconstruire l'UMP, ça c'est important. Et puis derrière, lui, il a dit très clairement à la Mutualité le soir de sa défaite qu'il voulait passer à autre chose, qu'il ne serait plus candidat. La semaine dernière, dans une interview, il disait aussi qu'il n'en avait pas envie. Voilà, on en reste là. Maintenant, est-ce qu'il va changer d'avis? J'en sais rien. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je n'ai pas à avoir de point sauveur de vue. Ou pas sauveur, Nicolas Sarkozy? J'étais son porte-parole. Oui. Je ne le suis plus. Vous avez été ministre de Fillon aussi. Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy aussi. Nicolas Sarkozy, oui. De Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. C'est ça. Et Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans une logique de liberté.
de totale liberté. Comment voulez-vous qu'on propose vraiment les idées nouvelles dont notre pays aura besoin si on est en permanence à se demander est-ce que quelqu'un va revenir, comment on va faire? C'est pas possible. Je préfère écouter, excusez-moi, les Français sur ce qu'ils ont à me dire, sur ce qui cloche dans notre pays, sur ce qu'il faut, plutôt que d'écouter les commentateurs, savoir si quelqu'un a bougé le petit doigt, il a levé le cil et si ça va bien se passer pour son retour. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi aujourd'hui, mon tête-à-tête, mon dialogue, c'est avec les Français que je veux l'avoir. Qui sera candidat? On verra. Moi, je serai candidat et je serai candidat quelles que soient les circonstances. Pourquoi? C'est pas une lubie. C'est pas parce que à 8 ans, comme certains, j'aurais eu des posters de président dans ma chambre. Moi, c'est pas en vous rasant le matin. Non, à 8 ans, à 10 ans, moi j'avais des posters de joueurs de foot, oui. de joueurs de foot dans ma chambre. Voilà, je sais pas si c'est extraordinaire ou pas, mais faites voilà. attention, vous allez terminer comme un Français normal. Je sais pas, mais bon, écoutez, pourquoi vous pensez à qui? Non, d'accord. Mais il y a ça, vous voyez. Mais par contre, aujourd'hui, moi je veux proposer les idées d'une droite qui irait jusqu'au bout des réformes, qui ne ferait pas des demi-réformes, qui ne ferait pas des bouts de réformes comme M. Hollande, qui irait au bout des réformes, parce que je suis frappé de voir combien on nous reproche de ne pas être allé au bout des réformes. Pourtant, il y a des explications, mais les reproches sont très durs à notre égard. Ce qui nous amène aussi à faire une part d'autocritique, moi aussi en tant que ministre, j'étais ministre pendant toutes ces années, vous l'avez rappelé. Deuxièmement, je veux une droite qui soit synonyme de justice. Bien sûr qu'il faudra faire des réformes, mais pas n'importe comment. Et pas donner le sentiment que c'est toujours les mêmes qui doivent contribuer. Et puis on a aussi le droit de se dire que peut-être que le cœur bat à gauche, mais social et socialisme, ça rime pas ensemble. Je crois qu'il faut porter cet idéal de justice. Et puis je suis aussi peut-être le seul à l'UMP à porter l'idée d'être euro-exigeant. Je ne suis pas souverainiste, on ne peut pas réussir tout seul. Vous avez à été 66 non millions. à Maastricht. Hein. Et j'assume toujours. Oui. Et si on avait changé les règles à partir de Maastricht, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui en Europe. Je n'ai pas de nostalgie, mais je ne suis pas souverainiste. À 66 millions, je le répète, on ne peut pas s'en sortir, mais je ne suis pas fédéraliste. Ceux qui nous disent on ne va pas encore assez loin en Europe, fermer les yeux, on va accélérer, non, non. Parce que la route, elle est verglacée. Et quand la route est verglacée, vous ne fermez pas les yeux et vous n'accélérez pas. Moi, je demande à l'Europe de faire des pas en avant si elle veut que moi et les Français, on fasse des pas en avant. Regardez l'affaire de Pardieu. C'est quand même une question de fiscalité, pas entre la France et la Suisse, entre la France et la Belgique, c'est la même Europe. Et on n'est pas capable de faire bouger les choses. Dès que vous augmentez les prix du tabac, qu'est-ce qui se passe? Il y a le buraliste belge qui se frotte les mains. Le buraliste espagnol parce qu'il voit passer les clients français. Vous ne croyez pas qu'on peut faire bouger les choses et redonner un peu plus de crédit à l'Europe? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Et je pourrais vous le dire dans le domaine social. Alors on nous avait à l'époque bassidé avec l'histoire du plombier polonais. Si votre évier est bouché, vous pouvez téléphoner. Hein. Vous n'aurez pas un accent polonais au bout du fil, certainement un accent savoyard. Mais allez demander aux transporteurs français, qui est-ce qu'il a face à lui? Transporteur hongrois, roumain, polonais, qui paye ses salariés 3 fois moins, qui les fait travailler 2 fois plus. Allez lui expliquer qu'elle est belle l'Europe, vous. Je vous souhaite bon courage. Et donc ce que je veux vous dire, c'est que tant qu'on n'aura pas avancé concrètement sur ces sujets-là, moi, je ne suis pas prêt à avancer. Et je dis à l'Europe, stop dans les réformes institutionnelles, avancez davantage dans des réformes concrètes. Voilà le message que je veux porter. Je pense être le seul à le porter, ce message, à l'UMP. Voilà pourquoi moi je suis porteur d'une ligne politique, d'une ligne stratégique, et voilà pourquoi je souhaite être candidat en 2016 et en 2017. N'avez-vous pas le sentiment qu'il faudra que cette personne qui remporte l'UMP soit un rassembleur avant tout aussi? En dehors de quelqu'un qui ne... Bien sûr, mais on va changer les règles avec la question des primaires ouvertes. C'est quand même mieux s'il y a... ça, hein. Oui, mais s'il y a 2 millions, 3 millions de personnes qui votent, ça veut dire de dire à tous les électeurs de la droite et du centre, qui mieux que vous, qui mieux qu'un électeur de la droite et du centre pourrait choisir le candidat de la droite et du centre? Est-ce que vous pensez que... J'aime bien les idées simples. Tant mieux, parce que les Français comprennent bien les idées simples. Est-ce que vous pensez que la France continue sa descente ou va... Parce que j'ai entendu dire aux informations, justement, il y a quelques jours ou quelques heures, qu'il y avait peut-être un semblant de remontée. Franchement, j'aimerais. Parce que même si je suis dans l'opposition, je suis un homme politique, j'ai été responsable national en tant que ministre, l'affaiblissement de mon pays, ça ne me fait pas plaisir. Et n'avez-vous pas l'impression qu'il faudra une révolution à la fois intellectuelle, culturelle pour Il tout va falloir, changer. comme disent certains, un peu renverser la table. Oui. Il faut que la classe politique comprenne qu'on ne peut pas continuer à faire des semblants de réformes, des bouts de réformes. Il faut remettre ce pays d'aplomb, il faut faire le choix du travail et de l'emploi. Il ne faut pas avoir peur de faire le choix des entrepreneurs et des entreprises.
Parce que le potentiel d'emploi, d'énergie, il est là, dans ce secteur-là. Et trop longtemps, on hésite à se dire, oui, mais si on dit qu'on est proche d'entreprise, c'est qu'on est proche des patrons, je m'en fous. La vraie question, c'est que ce sont les hommes politiques. Est-ce qu'ils créent de l'emploi? Non. Est-ce que ce sont les chefs d'entreprise? Oui. Et je préfère prendre le parti des chefs d'entreprise que d'une administration trop tatillonne, qui met parfois beaucoup trop de temps à appliquer les décisions et qui parfois aussi vient contrecarrer cet esprit d'initiative. Je ne mets pas dans le même sac les fonctionnaires qui sont loyaux, qui font leur travail, mais il y a un comportement, il y a un raisonnement administratif qui est aujourd'hui, l'ennemi de la libre entreprise. Et là, alors, on va me dire, oui, vous êtes trop proche des chefs d'entreprise. Ce sont eux qui créent l'emploi. Et on a besoin qu'ils reprennent davantage confiance. Ouais. Vous allez peut-être donner un coup de balai si jamais vous revenez aux affaires sur ce millefeuille administratif qui encombre toutes les entreprises, parce que c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, très grosse lenteur, des prises de décision parfois antinomiques, etc., etc. Est-ce que vous aimez le millefeuille comme pâtisserie? Je le perds entre les doigts en fait. Eh ben c'est pareil pour le millefeuille politico-administratif. Mais j'étais sûr que vous alliez rebondir là-dessus. Je ne savais pas ce que vous alliez répondre. Je ne savais pas ce que vous alliez répondre. Tout le monde a cette impression-là. Bon, vous voulez un élément. Département-région, je vais peut-être faire des mécontents. Mais c'est bon, ça va, c'est fini. Il faut fusionner département et région. Mais pas en gardant le même nombre d'élus. En le diminuant. Oui. En le diminuant. Donc un conseil départemental, comme c'est le cas actuellement, pour vous, c'est déjà obsolète, bien que ça ne soit pas encore passé. Ah, vous savez, cette loi-là, c'est un pur scandale, parce que ça n'a pas été beaucoup dit. Les socialistes ont décidé de baisser le niveau où il y aurait de la proportionnelle pour essayer de garder le Sénat, et ils ont baissé le seuil pour être sûr qu'il y aura des triangulaires avec le Front National pour empêcher la droite de l'emporter. Ça n'a pas été dit suffisamment fort. Voilà ce qu'il y a derrière cette loi. Vous allez avoir des cantons qui vont plus que doubler de taille dans certains cas. Alors vous pourriez vous dire, tiens, on va avoir moins d'élus. Pas du tout. On va aussi augmenter le nombre d'élus. Non, vous voulez une solution radicale, simple. Il faut fusionner départements et régions. Il n'y aura plus qu'une entité. Et vous voulez le faire? Ça ne pourra se faire que par référendum. Jamais la classe politique ne se fera harakiri. Qu'elle soit de droite ou de gauche, elle ne le fera pas. Vous voulez imposer cette mesure que moi je crois nécessaire pour gagner du temps, pour simplifier les choses, pour donner un interlocuteur unique à nos concitoyens, ça ne se fera que par référendum, pas autrement. Cela dit, du temps où vous étiez à la gouvernance, il y a eu aussi quelques décisions qui ont pu surprendre. Par exemple, la suppression de la taxe professionnelle, dont on sait qu'aujourd'hui, on ne sait pas quel pourra être l'avenir des taxes compensatoires d'une année sur l'autre. Pas du tout, ça a été compensé. Et oui, ça a été compensé sur un an, mais sur les autres années qui suivent, moins sûr. Ben si. Parce que, attendez, moi je suis maire, encore que c'est à l'agglomération, à l'intercommunalité que c'est versé. Ben, la somme, vous la gardez quoi qu'il arrive. Le seul sujet sur la taxe professionnelle, c'est qu'on a décidé de supprimer la taxe professionnelle, surtout pour qui? Pour les entreprises industrielles qui investissent. Pourquoi on l'a fait? Pas pour faire plaisir, mais tout simplement pour faire baisser les charges qui pèsent sur les entreprises. L'idée, à l'époque, c'était simple, c'est de dire, il y a trop de charges qui pèsent sur les entreprises, baissons-les. Voilà ce qu'il y a derrière la réforme. Et il est bien garanti très clairement que c'est maintenu. Ce qui est vrai, c'est que c'est maintenu au niveau d'avant, que ça n'augmente pas. Ça, d'accord. Mais toujours est-il que le maintien, il est bien garanti. Est-ce que vous faites comme à Val d'Isère, vous avez une lettre de cadrage budgétaire qui consiste à dire moins 3%, parce que c'est le chiffre miracle actuellement dans l'économie française, dans les petits villages, dans les villes? Moins 3%, c'est-à-dire? Sur le budget local de Val d'Isère, par exemple, le budget global vient d'être voté. Là, le budget a été voté avec moins 3%. De dépenses? Fonctionnement général. Oui, mais moi, je baisse au maximum les charges de fonctionnement pour pouvoir continuer à investir. Par exemple, je fais attention à toutes les dépenses. Les dépenses d'affranchissement en utilisant Internet. Dans ma ville, 58 000 habitants, vous pouvez faire des économies gigantesques. Ouais. Faire très attention au train de vie de la mairie, je fais très attention, je serre toutes les dépenses. Et sur les recrutements, je fais attention quand je recrute quelqu'un. Et c'est comme ça aussi que je réussis chez moi à ne pas augmenter les impôts. Parce que je pense que dans les années qui viennent, il faudra que les Français fassent bien attention à ceux qui continuent à dire on peut augmenter les impôts et ceux qui disent moi je préfère baisser les dépenses. Vous avez compris que je fais partie de la deuxième catégorie. Tout à fait. Mais vous savez, le raisonnement que je tiens, il semble curieux pour un homme politique. Et pourtant, dans une famille, comment on fait? Quand à un moment, vous apercevez que vous dépensez trop, vous allez voir votre patron pour lui dire « Dis donc, je dépense trop, vous pourriez m'augmenter ?» Vous voyez votre sourire, bon, ça ne marche pas. Donc, vous réduisez les dépenses. Voilà.
Un chef d'entreprise. Ouais, enfin, c'est pas exactement la même chose parce pourquoi parce que il y a des obligations faites par des législations un peu difficiles parfois, et je dois dire que tous les maires que je connais, en tous les cas, moi je connais les maires de Savoie, les maires des villages, des stations, se plaignent de cette obligation administrative qu'ils sont obligés de gérer et dont ils n'ont plus la maîtrise. Mais ça coûte cher, ça. C'est la complexité, c'est le temps qu'ils passent. Mais le vrai sujet, c'est que le raisonnement que je vous tiens, ça fait 30 ans que les hommes politiques auraient dû le faire, notamment pour le budget de l'État. Et vous savez pourquoi on ne le faisait pas? Parce qu'on se disait, pas grave, si on est en déficit, on peut emprunter facilement, pas cher. Sauf qu'à un moment donné, à la fin du bal, il faut bien payer les musiciens. Et aujourd'hui, on vous prête plus de l'argent exactement de la même façon. Si l'État, si les maires ne gèrent pas leur budget comme le chef d'entreprise, comme le chef de famille, ça ne pourra pas continuer comme ça. La France court à la catastrophe. Alors, ça va être difficile. Donc, il faut de nouvelles lois et de nouvelles législations administratives, notamment. Oui, moi je crois beaucoup à la simplification. La France est un formidable pays, vous en conviendrez. Ah bah, c'est le plus beau. Mais mon Dieu que la vie est compliquée. Ah oui, c'est la plus compliquée. Mais vous voulez construire quelque chose. Les permis de construire, c'est le parcours du combattant. Une maman qui doit remplir des dossiers auprès de la caisse d'allocation familiale, bon courage. Le maire, dans ses tracasseries administratives, il mérite une médaille tous les matins. Vous êtes un président de club sportif, vous avez une demande de subvention à faire, bon courage également. L'agriculteur, alors vous allez me dire c'est l'Europe. Non, pas du tout. C'est parfois le génie français qui complique. Lui aussi, la vie est compliquée. D'ailleurs, je suis en train de préparer des initiatives, mais alors très concrètes, en me servant à la fois d'un site internet, de réunions. Je vais m'appuyer notamment sur le travail de mon association, qui est une boîte à idées, la Manufacture, que je viens de lancer, pour justement proposer des solutions concrètes. Ce que vous allez me dire, la simplification, c'est pas la première fois qu'on en parle. Ouais. Ça va faire un millefeuille supplémentaire. Non, vous savez pourquoi on en parle et que ça avance jamais? Parce qu'à chaque fois, vous demandez à des groupes de travail constitués de technocrates qui connaissent pas la vie de penser à la place des Français. Ah bah ça risque pas de marcher. Moi, je crois au bon sens et je crois au terrain. Très bien. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Si vous êtes élu président, mille choses à faire. Si vous êtes élu président, quelle serait votre première décision? Je sais pas. Je me suis pas posé la question, mais une chose est certaine, je continuerai à venir à Val. Eh ben, très bien, c'est très gentil de votre part. Merci d'avoir passé ces quelques minutes. Merci. Au revoir.